Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la durée du travail. Dans ce chapitre, nous allons voir premièrement la limitation du temps de travail en France, avec ce qui est compté comme du temps de travail, ce qui n'est pas compté comme du temps de travail. Nous allons également voir les heures supplémentaires, comment est-ce qu'elles sont rémunérées et quel est leur fonctionnement. Nous allons également voir les conventions de forfait, la répartition du temps de travail, le travail de nuit, le repos et les congés qui sont payés. Et nous allons enfin finir par le travail à temps partiel. Bon, premièrement, la durée légale en France, c'est 35 heures par semaine, avec une durée maximale portable à 10 jours, avec une durée maximale de 10 heures par jour, portable à 12 heures avec accord d'entreprise ou convention collective. La durée maximale, c'est donc 48 heures par semaine, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, 60 heures max après consultation du CSE. Et la durée maximale sur 12 semaines consécutives, c'est 44 heures par semaine, portable à 46 heures par accord d'entreprise ou convention collective. En cas de litige relatif au nombre d'heures entre l'employeur et le salarié, ils doivent fournir au juge des éléments de preuve de nature à justifier leur prétention. La charge de la preuve ne repose pas spécialement sur l'une ou l'autre partie. C'est le juge qui va l'apprécier. Ce qu'on appelle temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Pour la précision, ce qui est compté ou non dans le temps de travail effectif, les postes de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail. Le temps d'habillage et de déshabillage n'est également pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf sous deux conditions. Le port de la tenue est obligatoire et les opérations de déshabillage et d'habillage sont effectuées dans des locaux de l'entreprise ou sur le lieu de travail. Dans ce cas-là, c'est considéré... le temps d'habillage et déshabillage doivent donner lieu à des contreparties financières ou sous forme de repos, mais c'est pas quand même considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf s'il excède le temps normal de trajet. Dans ce cas-là, il donne lieu à une contrepartie financière fixée par accord d'entreprise ou convention collective. Si le déplacement d'un lieu de travail à un autre, et bien dans ce cas-là, c'est considéré comme du temps de travail effectif. Enfin, les astreintes sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail, doit être à la disposition permanente ou immédiate de l'employeur et doit être en mesure d'intervenir. Elles sont mises en place par accord d'entreprise ou par convention collective de branche ou sur décision de l'employeur après consultation du CSE. Si elles sont mises en place par accord d'entreprise ou convention collective, il y a une information du salarié dans un délai raisonnable fixé par l'accord. Si elles sont mises en place par l'employeur, c'est dans un délai de 15 jours. Les heures supplémentaires. Ce qu'on va qualifier comme heures supplémentaires, c'est en principe les heures au-delà de 35 heures, qui ne sont au-delà de 35 heures. Mais certaines heures au-delà de ces 35 heures ne sont quand même pas considérées comme des heures supplémentaires. Premièrement, les heures d'équivalence qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, c'est des durées équivalentes qui vont être fixées par accord de branche. Seules les heures fixées au-delà de la durée équivalente constituent des heures supplémentaires. Pour être plus clair, ce qu'on appelle une durée équivalente, c'est dans certains domaines, dans certains secteurs, la convention collective fixe une durée équivalente. En France, c'est 35 heures qui s'appliquent. Mais dans certains secteurs, on va dire que la durée équivalente, par exemple, c'est 38 heures. Et donc les heures supplémentaires qui s'appliquent ne sont pas celles au-delà des 35 heures, sont celles au-delà des 38 heures. Donc les heures 36, 37, 38 ne sont pas des heures supplémentaires, ce sont simplement des heures entre la durée légale du travail en France et la durée équivalente fixée par accord de branche. Les heures récupérées ne sont pas des heures supplémentaires également. Dans le cas d'une interruption collective de travail, l'employeur peut soit dans les 12 mois précédant cette réduction, soit dans les 12 mois suivants, récupérer les heures perdues, uniquement celles en dessous des 35 heures. Les modalités de récupération sont fixées par accord d'entreprise ou convention collective. À défaut, la durée du travail ne peut être augmentée plus d'1 heure par jour, ni plus de 8 heures par semaine. Les heures récupérées sont payées au taux normal. Le recours aux heures supplémentaires, donc dans le cas où on excède la durée équivalente, dans le cas où ce ne sont pas des heures récupérées, les heures au-delà des 35 heures ou de la durée équivalente sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires vont être déduites d'un contingent qui vont être fixé par accord d'entreprise aux conventions collectives.
sinon c'est 220 heures. Elles sont donc déduites de ce contingent, et donc comment ça se passe? Elles donnent lieu à plusieurs contreparties. Premièrement, forcément, une contrepartie pécuniaire, la majoration des salaires. Elle est fixée par accord d'entreprise ou convention collective, mais elle est d'au moins 10%. À défaut, elle est de 25% les 8 premières heures et 50% au-delà, en termes d'heures supplémentaires. Elle donne également lieu à un repos compensateur de remplacement. Le paiement, donc on vient de voir, peut être remplacé par ce repos. Il peut être prévu par accord d'entreprise ou convention collective, sinon dans les entreprises dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut mettre en place le repos compensateur. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur ne sont pas déduites du contingent. Donc si elles donnent uniquement lieu à ce repos, elles ne sont pas déduites des 220 heures qu'on vient de voir juste avant. Les contreparties obligatoires en repos. Les heures au-delà des 220 heures, puisque dans certains cas, l'employeur peut aller au-delà de ces heures du contingent, donc au-delà des 220 heures, avec consultation du CSE et en respectant les éventuelles conditions prévues par l'accord d'entreprise ou la convention collective, ces heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est accompagnée d'une majoration financière. Et comment est-ce que cette contrepartie en repos est calculée? Elle va dépendre de l'effectif de l'entreprise. Dans le cas où l'effectif a moins de 20 salariés, c'est 30 minutes pour une heure supplémentaire au-delà du contingent. Donc, pour faire bref, c'est 50% des heures effectuées au-delà du contingent. Et lorsque l'entreprise a plus de 21 salariés, c'est 100% des heures effectuées qui donnent lieu à un repos compensateur, à un repos obligatoire. Les conventions de forfait sont possibles. La convention de forfait, c'est un accord par lequel l'employeur et le salarié conviennent d'une rémunération globale pour l'ensemble des heures de travail effectuées. Comment ça se passe? Il y a deux modalités qui sont possibles. Soit ils conviennent des forfaits en heures sur la semaine ou sur le mois. Ça, c'est pour tous les salariés qui peuvent signer de telles conventions. Sinon, forfait en heures sur l'année ou en jours sur l'année. Cette fois-ci, ça concerne uniquement les cadres qui ne sont pas soumis à un horaire collectif, également les salariés qui ont suffisamment d'autonomie. L'accord d'entreprise ou la convention collective est nécessaire pour ce type de forfait. Quels sont les effets de cette convention de forfait? Concrètement, les salariés qui ont souscrit au forfait en heures restent soumis aux dispositions relatives à la durée légale, aux durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et au repos hebdomadaire et quotidien. Par contre, pour ceux qui ont souscrit au forfait en jours, ils ne sont plus soumis à ces dispositions. Par contre, ils doivent quand même respecter les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. L'accord fixe le nombre de jours de travail dans l'année qui ne peut pas excéder 218 jours. Le salarié, en accord avec l'employeur, peut travailler davantage et récupère alors des jours de travail en plus sous forme de repos. Il peut aussi, avec l'accord écrit de l'employeur, bénéficier d'une majoration salariale d'au moins 10%. Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne peut excéder le nombre de jours maximal prévu par l'accord d'entreprise ou la convention collective, ou à défaut, 235 jours dans l'année. La répartition du temps de travail. Premièrement, il y a deux types de répartition, celle collective et celle individuelle. Lorsque l'horaire est collectif, il est le même pour tous les salariés de l'entreprise. C'est relativement rare, mais il y a deux exceptions à ça, le travail en équipe et les horaires individualisés. Premièrement, le travail en équipe. Les équipes peuvent être successives, chevauchantes et suppléantes. On ne va pas rentrer en détail ici, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit à l'écran. Les horaires individualisés. Les horaires sont dits individualisés lorsque c'est une période quotidienne de présence obligatoire encadrée sur des plages à l'intérieur desquelles chaque salarié choisit ses heures de début et de fin de travail. Ils sont mis en place par l'employeur avec l'accord du CSE ou avec l'autorisation de l'inspecteur du travail en l'absence de représentants du personnel. Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre. Les limites et les modalités du report sont fixées par accord ou par convention collective de branche. En l'absence de ces accords ou de ces conventions collectives, le report ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter la totale des heures reportées à plus de 10 heures. La répartition des heures, des jours de travail dans la semaine, elle est en principe librement faite par l'employeur. Ça peut être soit 6 jours, soit 5 jours et demi, soit 5 jours. Mais par contre, s'il souhaite diminuer jusqu'à 4 jours et demi, il doit avoir obtenu l'accord du CSE et avoir informé l'inspecteur du travail. Lorsque la répartition doit être faite sur une période supérieure à la semaine, la variation de la durée d'une semaine à l'autre, elle est possible par une modification des conditions de travail.
Un accord d'entreprise ou une convention collective peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus de 3 ans. À défaut, la durée ne peut être répartie par l'employeur sur une période de plusieurs semaines, dans la limite de 9 semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés et 4 semaines pour les entreprises de plus de 50 salariés. Maintenant, nous allons voir le travail de nuit. Les accords d'entreprise ou les conventions collectives sont nécessaires pour mettre en place le travail de nuit dans les entreprises. Il y a 2 justifications qui sont admises pour le travail de nuit. Lorsqu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'activité économique et lorsque la fourniture de services est une fourniture d'utilité sociale. À défaut, le travail de nuit peut être autorisé par l'inspecteur du travail. Qu'on considère comme travail de nuit doit respecter tout de même des limites. Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, est considéré comme du travail de nuit. Donc c'est maximum 9 heures consécutives. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. En l'absence d'accord d'entreprise ou convention collective, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Mais du coup, qui est-ce qui est travailleur de nuit ? Eh bien, est travailleur de nuit toute personne qui accomplit au moins 3 heures de travail de nuit 2 fois par semaine minimum. Et toute personne qui a un nombre minimal d'heures de nuit au cours d'une période de référence définie par accord d'entreprise ou convention collective, ou sinon 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Les règles particulières, c'est que la durée de travail maximale est fixée par accord d'entreprise ou convention collective, sinon c'est 8 heures. La durée hebdomadaire maximale, c'est 40 heures sur 12 semaines consécutives, avec une dérogation possible à 44 heures maximum. Il faut également savoir que ces travailleurs de nuit sont suivis médicalement tous les 6 mois et ils sont prioritaires pour occuper des postes de jour vacants. Le repos et les congés. Le repos quotidien en France, c'est 11 heures consécutives minimales. À ces 11 heures, on ajoute le repos hebdomadaire. Donc, le repos minimum hebdomadaire, c'est 24 heures consécutives. Et donc, au total, le repos minimal consécutif, c'est 35 heures. Le repos dominical, le dimanche, mais il y a des dérogations qui sont prévues, on ne va pas rentrer en détail. Les jours fériés, en France il y a 11 jours fériés, mais il y a un jour férié en particulier qui nous intéresse ici, c'est le 1er mai, qui va être obligatoirement chômé. La rémunération est maintenue pour tous les salariés. Si le 1er mai est exceptionnellement travaillé, la rémunération journalière est doublée. Pour les autres jours chômés ou travaillés, dans le cas où il est chômé, la rémunération est maintenue, à condition que le salarié a au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement. Sinon, la rémunération n'est pas maintenue. Aucune majoration n'est prévue par la loi si le salarié décide tout de même de travailler le jour férié. Par contre, des dispositions contraires peuvent être prévues par les conventions collectives. Les congés payés, donc il y a le repos hebdomadaire, le repos dominical et le repos quotidien. À ça s'ajoutent les congés payés. La durée du congé. Les congés, on les obtient en travaillant. C'est 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif. Cette période d'accumulation, elle s'effectue entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. En cas d'absence dans certaines périodes, cette fois-ci, le salarié va accumuler 2 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif plutôt que 2,5 jours ouvrables. Plutôt pas par mois de travail effectif, du coup par mois d'absence sur la période de référence. Les dates de congé. Si le salarié n'utilise pas tous les jours de congé payés, ou s'ils ne peuvent être ni reportés sur l'année suivante, sauf exception, ni rémunérés, ils sont donc perdus. La période de congé doit être prise par le salarié et elle doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre. En l'absence d'accord, elle est fixée par l'employeur après consultation du CSE. La période de prise de congé payé doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture. L'ordre des départs et les conditions de modification des dates de congé payé fixées par accord d'entreprise ou convention collective. En l'absence d'accord, l'employeur peut fixer des dates de congé de chaque salarié après consultation du CSE et les salariés sont évidemment informés au moins 1 mois à l'avance des ordres de congé payé. Le congé payé se décompose premièrement en un congé principal de 24 jours qui est fractionnable, mais il doit avoir au moins 12 jours consécutifs qui doivent être posés par le salarié sur la période qu'on a vue précédemment. Le salarié bénéficie également de jours de congé supplémentaires, appelés jours de fractionnement. S'il utilise entre 3 et 5 jours de congé principal en dehors de la période, un jour de fractionnement,
et plus de 6 jours, 2 jours de fractionnement. La 5e semaine peut être fractionnée par l'employeur sans l'accord du salarié. Le report de congé est possible, il peut être reporté après la date de reprise du travail et pendant un délai de 15 mois. Il doit être informé par l'employeur dans le mois qui suit la reprise du travail du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle des congés peuvent être posés, dans le cas où le salarié n'a pas pu prendre les congés payés. Les indemnités de congés payés, comment elles se calculent? Il y a 2 méthodes et on retient celle la plus avantageuse. Premièrement, la règle du dixième. On prend la rémunération totale perçue sur l'année, on la divise par 10 et on obtient l'indemnité de congés payés. Ou alors, la règle du maintien salarial, l'indemnité de congés payés est égale à la retenue pour absence, donc est égale au salaire. Les congés spéciaux. Les salariés bénéficient également de congés spéciaux dans plusieurs cas, on ne va pas rentrer en détail, et il y a également un congé paternité de 25 jours, donc 14 jours obligatoires immédiatement après la naissance. Il y a également les congés pour création d'entreprise, on ne va pas rentrer en détail ici, je vous laisse lire. Le congé sabbatique également avec une ancienneté minimale de 36 mois, et ce congé sabbatique est d'une durée minimale de 6 mois et d'une durée maximale de 11 mois. Le travail à temps partiel. La mise en place de travail à temps partiel. En l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective, cette mise en place résulte d'une décision de l'employeur après consultation du CSE ou information de l'inspecteur du travail. Elle doit avoir été établie par écrit et avoir mentionné certaines mentions obligatoires. L'organisation du travail. La durée du travail, elle est d'au moins 24 heures. Et de maximum donc 35 heures, sinon c'est pas à temps partiel. Le salarié, il peut tout de même demander une durée inférieure à la durée minimale des emplois lorsqu'il cumule un emploi ou lorsque le salarié est étudiant de moins de 26 ans. Si un accord de branche étendu le prévoit, il est possible d'augmenter temporairement la durée. Un avenant au contrat doit être conclu et il y a 8 avenants maximum par an et par salarié. Au niveau des heures complémentaires, comment ça se calcule? Le nombre d'heures complémentaires doit être inférieur au dixième de la durée prévue par le contrat, avec une rémunération majorée de 10%. Sinon, l'accord d'entreprise de la convention collective peuvent porter cette limite à un tiers, avec une rémunération de 25% au-delà du dixième. L'accord d'entreprise ne peut pas fixer un taux de majoration inférieur à 10%. La répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne peut être modifiée que si le contrat prévoit l'étendue en cas de modification. Il y a un délai de prévenance évidemment de 7 jours, sinon c'est réductible jusqu'à 3 jours. Le salarié peut refuser dans certains cas la modification de ses horaires. Les droits des salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper des emplois vacants à temps complet. C'était tout pour ce chapitre. On se retrouve pour le prochain.